Objectif numéro 3, comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. Pour traiter cet objectif d'apprentissage, nous raisonnerons en 3 temps. Dans un premier temps, nous définirons ce qu'est la compétitivité d'un pays. Dans un deuxième temps, on montrera que cette compétitivité dépend de la productivité des firmes. Enfin, on montrera que l'ouverture commerciale tend à renforcer la productivité moyenne. La compétitivité d'un pays, de quoi parle-t-on? La compétitivité d'un pays peut se définir par la capacité des unités de production implantées sur le territoire à maintenir leur position face à la concurrence des unités de production implantées sur d'autres territoires. Cette définition présente un très grand avantage, c'est qu'elle met au cœur du concept de compétitivité les firmes, les entreprises d'une nation. Mais elle pose aussi une difficulté. Comment fait-on pour apprécier la position concurrentielle d'un pays? Cette position concurrentielle, on pourrait essayer de l'approcher par les parts de marché. Alors oui, c'est une bonne façon d'essayer d'apprécier cette position concurrentielle. Quand on a ces parts de marché qui augmentent, c'est que globalement, eh bien, on résiste à la concurrence étrangère, c'est que les produits sont davantage appréciés par les consommateurs relativement à ceux des concurrents. Mais cela pose un problème depuis le milieu des années 90, parce qu'il y a eu un événement dans le commerce mondial, c'est l'intégration de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales, qui a vu ses parts de marché passer de 2% en 1995 à plus de 10% en 2017. Par voie de conséquence, tous les autres pays du monde ont vu leur part de marché baisser. Quand on s'intéresse aux pays de l'OCDE, ils représentaient 75% du commerce mondial en 1995 et cette part a baissé à 60% en 2017. Donc si on apprécie la position concurrentielle d'une nation, enfin, du moins des entreprises d'une nation, par les parts de marché, il faut bien avoir en tête que la baisse des parts de marché n'est pas forcément le signe d'un affaiblissement de la compétitivité, mais plutôt de l'arrivée d'un géant sur le marché mondial, à savoir la Chine. On peut aussi se dire que finalement la compétitivité d'un pays peut être appréciée par l'évolution du solde commercial. Donc le solde commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations d'une nation. Un pays qui serait très compétitif serait donc un pays qui possède des entreprises qui exportent beaucoup et un secteur économique qui importe peu. Autrement dit, un pays en excédent commercial. Un pays moins compétitif serait un pays qui verrait son solde commercial se dégrader et qui serait donc en déficit commercial. Ce raisonnement, qui paraît tout à fait approprié, doit toutefois être un petit peu critiqué. En effet, un pays dans lequel on investirait beaucoup, dans lequel la population consommerait davantage, se mettrait à davantage importer, sans pour autant que cela stimule, du moins dans un premier temps, ses exportations. On aurait donc une dégradation du solde commercial sans que cela soit le signe d'une dégradation de la compétitivité. C'est la raison pour laquelle les économistes ont tendance à apprécier la compétitivité d'un pays par un indicateur beaucoup plus frustre, à savoir l'aptitude à exporter. On ne se centre plus sur les parts de marché, donc les exportations d'un pays par rapport aux exportations mondiales, on ne se centre plus sur le solde commercial, la différence entre les exportations et les importations. Non, on regarde simplement l'évolution des exportations du pays au cours du temps. C'est la façon dominante d'apprécier la compétitivité aujourd'hui. Alors, un pays gagne en compétitivité donc lorsqu'il accroît ses exportations. Pour exporter davantage,
Un pays, ou du moins les entreprises de ce pays, pour être plus précis, ont deux possibilités. Soit ces entreprises ouvrent de nouveaux marchés, c'est-à-dire qu'elles vont exporter des marchandises déjà existantes vers de nouvelles destinations, soit elles exportent de nouvelles marchandises qui jusqu'alors n'étaient pas exportées. La deuxième possibilité, pour accroître les exportations, c'est de développer des marchés déjà existants, en exportant des quantités plus importantes sur des marchés déjà constitués, et ou en augmentant sa capacité à imposer un prix plus élevé en proposant des biens d'une qualité plus importante. Alors maintenant qu'on a bien saisi comment est-ce qu'on pouvait définir la compétitivité à travers la capacité à exporter d'un pays, on va montrer que cette capacité à exporter dépend de la productivité des firmes. Ce point-là sera traité en deux temps. Dans un premier temps, on montrera que la productivité, c'est un préalable à la conquête de nouveaux marchés. Et puis dans un deuxième temps, on montrera que les gains de productivité sont une condition essentielle pour développer les marchés déjà existants. Premier point, des firmes productives, un préalable à la conquête de nouveaux marchés. Alors en 2017, des études de l'INSEE nous montrent que seulement 8,6% des firmes françaises exportent, vendent à l'international. Ça montre bien que finalement, la capacité à exporter est concentrée sur un tout petit nombre d'entreprises. Et cette capacité à exporter, elle est inégalement distribuée, c'est ce que les chiffres de l'INSEE nous font comprendre, selon la taille des entreprises. On a seulement 7% des micro-entreprises qui exportent, un tiers des PME, mais près des 2/3, voire des 3/4 des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Donc concrètement, il y a une corrélation positive entre la taille de l'entreprise et la capacité à exporter. Plus une entreprise est grande, plus cette entreprise est susceptible de réaliser des exportations. Quand on se réfère à d'autres statistiques et qu'on relie la taille de l'entreprise au niveau de productivité, on se rend compte également que les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont en moyenne bien plus productives que les PME et les micro-entreprises. On peut donc en déduire que l'inégale capacité à exporter est reliée aux différences de productivité entre les firmes. Donc il y aurait un lien entre le niveau de productivité des firmes et la capacité à réaliser des exportations. C'est ce lien-là qu'on va essayer d'analyser. Alors comment expliquer que ce sont les firmes les plus productives qui assurent l'essentiel des exportations? Pour cela, il faut comprendre que exporter implique des coûts que l'entreprise ne supporte pas lorsqu'elle vend sur son marché domestique. Ces coûts sont des coûts du commerce. Ils peuvent prendre la forme de dépenses, de prospection internationale, en participant par exemple à des foires pour trouver des clients, de recrutement, de personnel polyglotte pour pouvoir échanger avec des clients internationaux. Et ce surcroît de compétences se traduit par des salaires qui sont un petit peu plus élevés. Des dépenses pour assurer les formalités douanières, etc. Donc finalement, lorsqu'une firme s'engage à l'export, ses coûts sont abondés et ses profits sont diminués par le montant des coûts du commerce. De ce fait, seules les firmes les plus productives, c'est-à-dire celles qui ont des coûts de production suffisamment bas, parce qu'on sait que la fonction de productivité et la fonction de coût sont des fonctions inverses, seules les firmes les plus productives vont pouvoir réaliser des profits à l'export. Si on n'est pas assez productif, on va avoir des coûts qui sont élevés, et quand on rajoute les coûts du commerce,
eh bien, on se retrouve avec un coût unitaire qui va dépasser le prix que l'on pourra obtenir sur le marché export. Évidemment, ça débouche sur un mécanisme d'autosélection des firmes, c'est-à-dire que les firmes performantes peuvent s'engager sur les marchés export parce qu'elles vont continuer à réaliser des profits, certes moindres que sur leur marché domestique, mais ce sont des profits supplémentaires qui viennent gonfler le profit total, alors que les firmes les moins productives, elles, réalisent des pertes à l'export. Donc elles ne s'y engagent pas. Et ça explique pourquoi on a nos exportations qui sont concentrées sur un petit nombre de firmes, souvent les plus grandes et les plus productives. Finalement, plus un pays est doté de firmes productives, plus sa capacité à exporter est forte, parce qu'il peut servir de cette manière davantage de marchés d'exportation. On sait qu'on peut aussi augmenter notre capacité à exporter en développant des marchés déjà existants. Ici aussi, l'amélioration de la productivité sera la condition sine qua non pour renforcer les exportations du pays. En effet, l'amélioration de l'aptitude à exporter peut passer par le développement des ventes sur les marchés déjà existants. L'augmentation du chiffre d'affaires réalisé sur un marché va dépendre de deux choses. D'une part, de l'évolution du prix des exportations. Si on est capable de proposer les biens et les services qu'on exporte à des prix plus bas, on va pouvoir vendre davantage et s'imposer vis-à-vis de la concurrence. Et d'autre part, de la qualité des produits exportés qui permettent de faire accepter aux consommateurs, au client final, des prix plus élevés. Dans les deux cas, le niveau de productivité des firmes va jouer un rôle essentiel dans l'aptitude à exporter d'une nation. Alors si on rappelle ce que c'est que la productivité c'est un rapport entre une production et les moyens qu'on met en œuvre pour la réaliser. Ici, on va retenir la définition suivante de la productivité, c'est le rapport entre la valeur ajoutée en euros, d'accord, que réalise une entreprise, et le nombre d'équivalents temps plein, donc de salariés qu'on a embauchés à temps plein, pour réaliser cette valeur ajoutée. Alors, quand on fait des gains de productivité, eh bien, on va pouvoir augmenter les quantités exportées, on va pouvoir augmenter sa capacité à exporter, parce que faire des gains de productivité, c'est baisser ses coûts unitaires de production. Si je baisse mon coût unitaire de production, ça veut dire que concrètement, en tant qu'entreprise, je peux baisser le prix de mes produits sans avoir à rogner mes marges. Donc ça veut dire que je vais gagner en compétitivité coût et faire de gros gains de compétitivité prix. Le produit réalisé par la firme, devenu moins cher, va être davantage choisi par les consommateurs étrangers. Et de cette manière-là, les exportations vont augmenter et la capacité à exporter, autrement dit la compétitivité du pays, sera renforcée. Mais la productivité, ça ne passe pas uniquement par une baisse des coûts. Aujourd'hui, on a de plus en plus une productivité de la qualité qui se développe. Et cette productivité de la qualité, elle a une énorme incidence sur la capacité à exporter des firmes d'un pays. Qu'est-ce que nous entendons par productivité de la qualité? Ça consiste à augmenter la valeur en euros produite par un équivalent temps plein. Et comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur en euros produite par un équivalent temps plein? C'est pas en faisant en sorte qu'ils travaillent plus vite, non, c'est en faisant en sorte qu'ils travaillent mieux, qu'ils soient capables de faire des produits de meilleure qualité, qui ont de meilleures caractéristiques, qui sont davantage appréciés par les consommateurs, par les clients finaux. Et ça peut s'incarner dans la marque, dans la fiabilité des produits, dans le design, dans le contenu technologique, etc. Un bon exemple, c'est Apple.
Apple est capable justement d'augmenter sa productivité, autrement dit la valeur que produit chaque équivalent temps plein, parce qu'il y a une image de marque qui est bien établie, parce qu'ils insistent beaucoup sur le design, parce qu'ils sont à la pointe de la technologie, etc. Alors comment la firme peut-elle s'engager dans cette productivité de la qualité? S'engager dans la productivité de la qualité, ça veut dire qu'en fait, on monte en gamme, si on se réfère au deuxième objectif d'apprentissage. Ça veut dire qu'on va différencier verticalement nos produits. Et pour différencier verticalement les produits, leur conférer des caractéristiques qui les rendent supérieurs aux autres produits, qui feront qu'ils seront choisis s'ils sont proposés au même prix par tous les consommateurs, et bien là, il y a un rôle essentiel qui est joué par les investissements de la firme dans le capital humain, donc dans les compétences des travailleurs, c'est-à-dire de la formation continue, et aussi dans le capital technologique, c'est-à-dire la recherche et développement pour conférer de nouvelles caractéristiques aux biens. La conséquence de ces investissements, c'est que la compétitivité structurelle des entreprises augmente. Les produits sont choisis par les clients, même si le prix est plus élevé. Tout simplement parce qu'ils sont de meilleure qualité. Et là, évidemment, on se rend bien compte que la capacité à exporter va augmenter, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on va réaliser à l'export va être plus important puisque le prix augmente et la quantité qui est vendue ne baisse pas, étant donné que les consommateurs sont prêts à payer ce prix élevé. Cette montée en gamme, elle est primordiale dans les pays développés. Parce que dans les pays développés, il y a des modèles sociaux qui sont des modèles sociaux protecteurs, mais qui ont un coût. Notamment en France, la protection sociale est financée par des cotisations sociales qui viennent augmenter le coût du travail. Et on aura d'autant plus de facilité à supporter ces coûts que l'entreprise sera capable d'imposer des prix élevés sur le marché. Donc on se rend bien compte que cette capacité à exporter, c'est aussi, finalement, pour un pays, la capacité à maintenir un modèle social protecteur. Alors regardons ce qui se passe en France, justement. Entre 2002 et 2016, on a les parts de marché françaises qui ont baissé de 2,2% par an. Alors même que sur la même période, la compétitivité prix de la France vis-à-vis des autres pays de l'OCDE s'est maintenue et même elle s'est améliorée vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Donc si on a des problèmes pour exporter, si nos parts de marché diminuent, ça ne vient pas d'un problème de compétitivité prix, donc ça ne vient pas d'un problème de productivité qui renvoie au coût, non. Ça vient d'un problème de productivité de la qualité. Autrement dit, c'est un problème de compétitivité structurelle. Le graphique que vous pouvez observer présente le nombre de secteurs par pays faisant partie des 10 meilleurs en compétitivité hors prix. Donc la compétitivité hors prix, c'est ce que nous on a appelé la compétitivité structurelle ou la productivité de la qualité. Et ce qu'on constate, c'est que en France, eh bien, en 2000, nous avions 57 secteurs qui faisaient partie des 10 meilleurs au monde en termes de compétitivité hors prix sur eh bien, les 102 secteurs analysés, les 102 secteurs retenus. En 2016, on est passé à 52. Donc on a eu une baisse, finalement, on a 5 secteurs d'activité qui sont sortis du top 10 de la compétitivité hors prix. Donc là, on se rend bien compte qu'on a une dégradation de notre compétitivité structurelle, on a une dégradation de notre productivité de la qualité, et c'est cette dégradation de la productivité de la qualité qui explique justement cette détérioration des performances commerciales françaises. Encore une fois, on va pouvoir comparer le cas français avec le cas allemand. En Allemagne, en 2000,
ce pays plaçait 78 secteurs parmi les 10 meilleurs en compétitivité hors prix. Entre 2000 et 2016, contrairement à la France, eh bien, l'Allemagne a amélioré sa compétitivité structurelle. Elle partait d'un niveau qui était un niveau plus élevé, en l'occurrence 78 secteurs contre 57 en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Allemagne, on a augmenté le nombre de secteurs faisant partie des 10 meilleurs en compétitivité hors prix, en passant à 87 secteurs, alors qu'en France, eh bien, on a un nombre de secteurs, en l'occurrence 5, qui sont sortis de ce top 10. Donc là, on a une explication très très importante de la dégradation des performances à l'export des entreprises françaises. Notre capacité à exporter, si elle diminue, eh bien ça s'explique par cette insuffisante amélioration de la productivité de la qualité. Alors ce positionnement de la France, il est assez fâcheux. Il a tendance à enfermer l'économie française dans ce que certains économistes appellent le piège du milieu de gamme. Alors nous, on l'a dit, par exemple pour l'automobile, la majorité des exportations françaises sont des exportations bas de gamme ou milieu de gamme. Ce qui fait que les entreprises françaises sont en concurrence avec les produits qui sont réalisés dans des pays à faible coût salariaux, avec moins de protection sociale. Et donc, les entreprises françaises, elles se heurtent à des coûts, notamment salariaux, qui sont élevés. Il ne faut pas les regretter, parce que ça participe au bien-être, justement, de la société. Mais pour elles, si elles veulent pouvoir faire en sorte que leurs produits soient achetés, eh bien, il faut qu'elles abaissent leur prix. Et pour abaisser leur prix, eh bien, elles sont obligées de rogner sur leur marge. Mais en rognant sur leur marge, elles se retrouvent avec des difficultés de financement des investissements dans les domaines qu'on a énoncés juste avant, à savoir la recherche et développement, le marketing, la communication. Tous ces investissements qui permettent justement d'accroître la compétitivité hors prix. Autrement dit, la capacité à imposer un prix élevé parce que les consommateurs perçoivent le produit comme étant particulièrement qualitatif. De ce fait, la remontée en gamme est difficile, voire impossible, et on se retrouve pris dans un cercle vicieux du milieu de gamme qui empêche l'économie française d'améliorer ses performances à l'export. C'est en partant de ce constat, en partant de ce diagnostic, qu'a été mis en œuvre en 2012 ce qu'on a appelé le CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'était finalement un dispositif d'allègement du coût du travail qu'on a transformé en janvier 2019 en allègement direct de charges sociales. Donc là, vous voyez, ce CICE, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de restaurer des marges pour les entreprises, non pas pour faire en sorte que les actionnaires soient mieux rémunérés à très court terme, mais pour dégager suffisamment d'épargne brute afin de financer les investissements en recherche et développement, en marketing, pour remonter en gamme. Dernier point de ce troisième objectif d'apprentissage, ça va être de montrer que l'ouverture commerciale renforce la productivité moyenne. Jusqu'à présent, on a plutôt regardé productivité, quel impact sur les échanges, quel impact sur les exportations. Désormais, on va plutôt regarder exportation et importation, autrement dit ouverture commerciale, quel est l'impact sur la productivité. Donc on change le sens, si vous voulez, de la causalité. Quand on a affaire à de la libéralisation commerciale, ça veut dire qu'en fait, on a une baisse des coûts du commerce, parce que les droits de douane baissent, parce que vous avez une amélioration des transports, et ça coûte moins cher d'envoyer un produit à l'autre bout du monde, etc. Si les coûts du commerce baissent, on l'a démontré tout à l'heure, davantage d'entreprises peuvent se lancer à l'export.
des entreprises qui n'étaient pas suffisamment productives auparavant peuvent désormais exporter. Donc ça se traduit par plus d'exportations dans les pays, mais également par plus d'importations. Et cette ouverture commerciale va avoir des effets qui vont être différents selon les caractéristiques des firmes. Pour les firmes les plus productives, celles qui sont capables d'exporter, eh bien, la baisse des coûts du commerce va faire qu'elles vont pouvoir augmenter leur taille. Elles vont pouvoir s'attaquer à davantage de marchés d'exportation. Ça se traduit dans notre schéma par ces firmes les plus productives qui sont sur la droite de notre axe, eh bien, qui vont prendre une part de plus en plus importante dans la production. Donc on se rend compte que l'effet de l'ouverture commerciale pour les firmes les plus productives, ça se traduit par quelque chose de très positif pour elles, c'est que leur taille augmente. Par contre, pour les firmes les moins productives, eh bien, ces firmes qui ne produisaient pas ou qui n'exportaient pas, alors des firmes qui ne produisaient pas sur le marché domestique, c'est qu'elles avaient des coûts de production qui étaient inférieurs au prix domestique. Donc elles réaliseraient des pertes, donc elles ne produisent pas, donc l'activité n'est pas mise en œuvre. Les entreprises qui étaient là sont des entreprises qui produisent sur le marché domestique, mais qui n'exportent pas. Ça veut dire qu'elles ont des coûts de production suffisamment faibles pour proposer leurs produits sur le marché domestique, mais elles ne peuvent pas exporter parce que si elles exportaient, les coûts du commerce feraient que le coût total serait supérieur au prix dont elles retirent sur les marchés d'exportation. Pour ces firmes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que désormais, concurrencées par des entreprises étrangères, les prix sur le marché national vont baisser. Elles se retrouvent ici avec des coûts de production qui deviennent supérieurs au prix qui est pratiqué sur le marché domestique. Et ces firmes-là, qu'est-ce qui se passe? Soit elles baissent leur taille, soit elles disparaissent. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que notre ouverture commerciale, elle va agir sur la démographie des entreprises, elle va faire augmenter la taille des entreprises les plus productives, les plus grandes, elle va faire disparaître les entreprises les moins productives et baisser leur taille. On va donc avoir des flux de facteurs de production depuis les entreprises les moins productives vers les entreprises les plus productives. Les personnes qui sont licenciées dans les entreprises moins productives trouveront des emplois dans les entreprises plus productives qui se développent et qui vont chercher des facteurs de production. Et il en va de même pour le facteur capital. Et là, qu'est-ce qui se passe? Votre commerce international, à travers cette réallocation des facteurs de production, va mieux allouer les facteurs dans les firmes qui sont les plus efficaces. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une augmentation de la productivité moyenne. Donc là, si on résume, finalement, la productivité, c'est très important pour être capable d'exporter, mais en même temps, l'ouverture aux échanges internationaux, ça renforce la productivité. Pour résumer ce troisième objectif, on doit bien avoir en tête que la compétitivité d'une nation se mesure à travers la capacité à exporter des firmes nationales. Cette capacité à exporter peut passer par la conquête de nouveaux marchés et ou le développement de marchés déjà existants. En vendant à l'étranger, la firme s'expose à des coûts additionnels qu'on appelle les coûts du commerce, et ces coûts du commerce réduisent les profits à l'export. Donc les firmes qui ne sont pas suffisamment productives ne peuvent pas exporter, parce que si elles faisaient ce choix, elles réaliseraient des pertes. Donc la capacité à conquérir de nouveaux marchés dépend de la productivité des firmes. Le développement du chiffre d'affaires sur les marchés déjà existants dépend lui aussi de la productivité. D'une part, les gains de productivité réduisent les coûts de production, ce qui permet aux firmes de proposer leur production à un prix plus faible et de gagner des parts de marché. D'autre part, l'accroissement de la productivité peut se traduire aussi en gains de qualité, qui permettent aux entreprises d'exiger des prix plus élevés pour leurs produits, ce qui contribue à accroître la valeur des exportations. Enfin, l'ouverture commerciale
agit sur la démographie des entreprises, en faisant grandir les entreprises les plus productives et en faisant disparaître les moins productives. La réallocation des facteurs de production que ce mouvement induit augmente la productivité moyenne.